Bonjour, je suis Daniel Filion de l'équipe d'intervenants en comportement félin de Éduchateur, mais cette vidéo-là ne s'adresse pas seulement aux intervenants en comportement félin, mais bien à tous les intervenants en comportement animal, que vous soyez canin, équin, aviaire, reptile, poisson, ver de terre, n'importe quoi. Que vous soyez ici au Québec, que vous soyez en France, que vous soyez n'importe où à travers le monde, la situation est la même et ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est vous établir pourquoi est-ce que dans notre domaine actuellement, on a tellement de difficultés à se faire reconnaître comme étant des professionnels et pourquoi est-ce qu'il y a si peu de propriétaires d'animaux qui font appel à nous en comparaison à tous les propriétaires d'animaux qu'il peut y avoir dans le monde. Et je vais vous démontrer tout ça, non pas seulement de façon philosophique, mais plutôt de façon factuelle, en utilisant des chiffres, en utilisant des données mesurables et observables, un peu comme on fait en comportement, et surtout en utilisant des principes marketing et économiques éprouvés dans le domaine de la mise en marché et du commerce en général. Donc, c'est vraiment une présentation pour vous démontrer pourquoi on a des difficultés comme ça, et surtout essayer de vous donner des solutions. Quels sont les remèdes et quelles sont les choses qu'on peut faire ensemble pour faire de notre domaine vraiment un métier qu'on peut à la fois en vivre et qui serait bien reconnu. Les extraits que vous allez voir sont des extraits d'une classe que j'ai donnée lors de la toute dernière heure du tout dernier cours de la toute première cohorte des intervenants en comportement félin de la formation ICF d'Éduchateur qui forment des intervenants en comportement félin. Et je voulais les laisser avec cette vision des choses, surtout pour qu'ils partent bien du bon pied leur nouveau métier. Alors, je vous laisse avec ça, on vous revient à la fin. Et cette présentation-là se veut un état de la situation actuelle et surtout ce qu'on peut faire pour faire fleurir notre domaine. Et je le ferai pas de façon philosophique. Je vais vraiment le faire basé sur des chiffres, sur des choses quantifiables, un peu comme on fait dans le comportement où il faut vérifier, quantifier nos observations. C'est ce que je veux faire ici aujourd'hui. Et je le fais basé sur mon deuxième ou premier métier, dépendant comment que vous le voyez. J'ai une expérience dans la matière, donc je fais juste dire ça, c'est pas pour étaler mes connaissances, mais c'est simplement pour vous dire que je parle pas à travers mon chapeau. Oui, je suis intervenant en comportement félin depuis 2007, mais j'ai été également 10 ans comme directeur du marketing dans des multinationales. J'ai aussi 25 ans dans le domaine des communications et dans des postes de gestion multinationales. Et finalement, j'ai des études, donc j'ai un bac et des études universitaires dans les domaines de la communication, du marketing et de la gestion d'entreprise également. Donc, j'ai été chercher, j'ai été puisé dans cette expérience-là pour vous montrer des chiffres et vous faire comprendre quel est le domaine du comportement et surtout qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble pour réussir à faire fleurir ce domaine-là. Vous êtes prêts? C'est bon? On part? Excellent. Alors, je vais vous montrer le comportement, je vais faire un genre de petit état actuellement, le comportement de l'intervenant en comportement animal moyen. Et quand j'utilise le mot moyen ici, c'est pas juste pour dire la moyenne de ce qu'on fait, c'est plus le comportement assez moyen de certaines personnes dans le domaine. D'accord? C'est surtout ça. Et c'est pas tout le monde, je généralise pas, c'est pas tout le monde qui sont comme ça. Je ne veux pas généraliser, mais quand même, il y a un petit peu de ce problème-là à vérifier. La première chose que je vois souvent, c'est qu'il y a des gens dans le domaine qui ont peur de discuter avec leurs collègues, de peur de faire juger leurs connaissances. Dire, si je commence à parler puis que la personne s'aperçoit que finalement je suis pas aussi hot que tu sais, les gens des fois ont pas et des fois c'est pas fait de façon volontaire, des fois c'est juste je veux pas prendre de chance d'avoir de l'air niaiseux ou niaiseuse. Tout ça fait qu'il y a des gens qui ont peur, surtout je vois ça sur les groupes Facebook, il y a certains groupes Facebook qui se sont créés d'intervenants en comportement animal. Et je vois que les gens ont peur de s'échanger des solutions ou de dire « Hey, moi, j'ai eu telle difficulté avec tel cas, qu'est-ce que vous en pensez? » Parce que les gens ont peur de se faire dire « Ben là, voyons, c'est évident, voyons. » Fait que les gens ont peur d'être jugés un tout petit peu. L'autre chose qu'on voit dans le domaine, c'est qu'il y a différents niveaux de connaissances. Évidemment, il y a des gens qui prennent beaucoup de cours, il y a des gens qui prennent moins de cours, il y a des gens qui débutent, il y a des gens qui ont énormément d'expérience. Toutes ces différences de connaissances-là amènent des fois certains jugements de la part de différentes personnes. Il y a des gens qui vont dire, ben voyons, pourquoi qu'elle raconte ce genre d'affaires-là? C'est pas vrai, ça c'est dépassé, Et au lieu de simplement dire, bon, ben c'est juste des niveaux de connaissances différentes, ben il y a des jugements qui se font et donc, évidemment, les gens vont se sentir jugés et donc, évidemment,
il va y avoir, les gens voudront pas partager avec les autres parce que justement, ils vont sentir ce jugement-là de la part des autres personnes. Une autre chose qu'on voit beaucoup, c'est évidemment, un petit peu moins dans le domaine du comportement félin, mais beaucoup dans le domaine du comportement canin, c'est les différentes mentalités dans le domaine. Donc, on parle de la méthode traditionnelle avec les chiens versus la méthode en renforcement positif versus d'autres méthodes à mi-chemin. Toutes ces méthodes-là amènent beaucoup de jugements, oui, mais beaucoup de dissensions. Donc, lui, il sait pas ce qu'il fait, il travaille en traditionnel, l'autre sait pas ce qu'il fait, le renforcement positif, ça marche pas, Donc, tout le monde, il y a comme une guerre de mentalité, puis c'est à celui qui a la vérité, la façon de faire dans le domaine. Et ça amène énormément de dissensions dans le domaine, comme ça. L'autre chose, évidemment, qu'on a vu dans le cours de l'ICF, c'est tout ce qui concerne l'effet Dunning-Kruger, les biais cognitifs, la double ignorance. Je ferai pas l'état de ça. Si jamais vous reconnaissez pas certains de ces choses-là, allez voir, allez vous informer. Donc, on parle souvent de la fameuse phrase que l'on aime tellement tous. J'ai eu des chats toute ma vie où les gens vont se baser sur leurs propres expériences personnelles pour tirer des conclusions. Vont faire le Dunning-Kruger, c'est aussi l'effet, on appelle l'effet Trump. Okay? Si on veut résumer, là, de parler un petit peu à travers son chapeau, de penser qu'on est meilleur qu'on est. Et évidemment, la dissonance cognitive où on préfère les choses qui nous rassurent plutôt que la vérité choquante. Donc ça aussi, ça fait partie de ça. Et la dernière chose, c'est, on dirait que les gens dans le domaine veulent tous se garder un petit côté avantage compétitif. Parce que, évidemment, oui, les gens vont aller prendre des formations, ok? Et ça coûte cher. On se cachera pas dans le domaine du comportement, ça coûte cher. Et là, on se dit, écoutez, moi, j'ai payé pour mes formations, j'ai appris, je connais des choses, puis je m'aperçois, en discutant le peu que j'ai à discuter avec les gens, je m'aperçois que j'ai des bonnes connaissances, puis pour moi, ça représente un avantage compétitif d'avoir ces connaissances-là. Donc, je vais être moins porté à les partager avec d'autres personnes. Donc, chacun va avoir sa petite part du gâteau, si on veut, dans l'avantage compétitif. Donc, ça, c'est les 4 choses qu'on voit souvent dans le domaine qui se produisent. Encore là, je le dis, c'est pas tout le monde, mais c'est un petit peu ça. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est quel problème découle de ça et qu'est-ce qui fait que notre domaine du comportement animal a de la misère à devenir un vrai métier. D'accord? La première chose que je vais faire, c'est que je vais me baser sur une courbe qu'on connaît très bien en marketing et en économie, qui s'appelle la courbe d'adoption de l'innovation de Rogers. Cette courbe-là, elle est très connue, elle a été mise à l'épreuve à plusieurs reprises, et je vous l'explique très rapidement. Quand un nouveau produit ou un nouveau service apparaît sur le marché, il va y avoir 2,5% de la population. Là, en passant ici, c'est la population mise en catégorie. Et ça, c'est les parts de marché du produit. D'accord? Donc, le produit part jusqu'à temps qu'il atteigne 100%, qu'il soit connu par 100% des gens. Ça commence par 2,5% des gens qui vont adopter ce produit-là aussitôt qu'il apparaît sur le marché, produit ou service. Okay? Ça, c'est les gens qui veulent juste être à l'avant-garde des choses, qui n'ont pas peur de rien. C'est comme ça peut être brisé, ça peut être complètement pas bon, c'est pas grave, moi je veux l'essayer. D'accord? Une fois que ce 2.5-là, le produit a passé ce 2.5-là, on rentre dans la catégorie des 13.5 adopteurs, qu'on appelle les adopteurs précoces. Les adopteurs précoces, c'est des gens qui, le produit ou le service a commencé à avoir une certaine maturité, il n'est pas parfait encore, mais là, ils veulent être, faire partie de la gang qui sont les premiers à le faire. Donc, par exemple, avec les iPhones, les iPods, les premiers gens qui ont utilisé ça, même si le produit n'était pas tout à fait parfait, ces gens-là se sont vraiment, ils ont vraiment été voir ça. Et ça représente 13,5% de la population qui vont aller là-dedans. Là, je vais revenir sur, en fait, non, c'est là. Par la suite, il y a ce qu'on appelle le gouffre. Ce qui arrive avec le gouffre, c'est que les adopteurs précoces, à un certain moment donné, ils sont observés par la majorité précoce. Donc ici, il y a certaines personnes qui représentent quand même une bonne portion de la population, 34%, qui voient le produit, qui voient le service commencer à prendre de la popularité et qui se disent « Ah, ça a l'air pas pire ça, je vais l'adopter. » Mais il existe ce qu'on appelle le gouffre. Plusieurs produits, plusieurs services tombent dans le gouffre et ne sont pas capables de passer cette étape-là. Et ça, vous en êtes conscient. Vous voyez souvent des produits, vous dites, il me semble qu'il avait l'air bon, ce produit-là, mais pouf, ça marche pas. OK? Je vous donne un exemple.
pas tout le monde qui le savent, mais on l'a vu souvent, les casques de réalité virtuelle. Vous voyez que là, ça commence à avoir... les casques de réalité virtuelle, c'est vraiment pas nouveau. Nintendo en a sorti un il y a 20 ans, d'accord? Qui a pas du tout pris le marché. Il est tombé dans le gouffre. Actuellement, les casques de réalité virtuelle sont juste sur le bord du gouffre, sont sur le point de faire le saut, mais il y a un problème qu'on va voir, c'est le même problème que pour notre domaine. Ça prend quelque chose pour passer ce gouffre-là. Qu'est-ce que ça prend? Ben, il faut que la majorité précoce, elle regarde le produit et les services qui existent et elle écoute les adopteurs précoces. Elle écoute, dit qu'est-ce que les adopteurs précoces disent de ce chose-là. Est-ce que c'est un bon produit? Est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il est bon? Tout ça, d'accord? Et pour que le produit fasse le saut chez les adopteurs précoces, il faut que la majorité précoce, OK, soit certain que le produit est bon. Sinon, pouf, il tombe dans le gouffre. D'accord? Et ça, il y a beaucoup de produits qui ne réussissent pas à faire ça. Et quand les produits réussissent à le faire, ben, normalement, après ça, c'est sky's the limit. Après ça, le produit va continuer sa courbe de progression comme ça. OK? Donc, ça, c'est ce qu'est la courbe d'innovation, la courbe d'adoption de l'innovation. Maintenant, si on transpose ça dans notre domaine à nous, OK? Ce que les adopteurs précoces entendent actuellement du domaine du comportement animal, que ce soit canin, félin, n'importe quoi, c'est que les éducateurs parlent en mal les uns des autres. À cause de ce qu'on a dit tantôt, à cause des différentes mentalités, des choses comme ça, il y a beaucoup de gens qui, en bon québécois, se bitchent les uns et les autres. D'accord? On en voit beaucoup. Après ça, il y a une perception d'incompétence, parce que vous savez que dans notre domaine, on n'a aucun ordre professionnel, il n'y a aucune université, collège qui reconnaît les gens. Donc, on n'a pas personne au monde qui est capable de dire, elle ou lui, il est bon, il a suivi son cours, il a suivi un examen, on est capable de certifier qu'il est bon. Actuellement, il n'y a absolument rien de ça qui se fait dans le domaine. Donc, les gens ne savent pas. Ils disent, lui, il a de l'air d'avoir une bonne réputation, mais la réputation, c'est pas tout. Lui, il passe à la TV, il doit être bon. C'est tout ce que c'est pas nécessairement la vérité. OK? Donc, il y a des gens qui disent, ben là, je suis pas trop sûr, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas de... Il y a des belles tentatives qui sont faites en passant au Québec et en France de personnes qui veulent partir des ordres professionnels ou des associations de comportementalistes qui pourraient offrir une genre de certification qui pourrait dire, lui, il a passé à certains critères, on les a vérifiés, tout ça, mais c'est très, très, très embryonnaire actuellement. Et encore là, à cause des guerres de clochers, de mentalité et tout ça, ces associations-là ou ces organisations-là arrivent pas à décoller parce que les gens disent, ah, ben, ça, c'est telle personne qui est responsable de ça, puis elle, je suis pas d'accord avec sa mentalité, puis des choses comme ça. Fait que on n'arrive pas à faire décoller ça. Il y a une grande variabilité dans les succès des interventions et donc des performances. Les gens regardent ça et disent, ouais, je comprends, il y a de l'air d'en avoir des bons, mais il y en a aussi qui sont pas bons. Puis comme moi, j'ai aucune connaissance puis que j'ai absolument rien pour me dire si la personne est bonne ou pas, ben, je suis pas sûr que je vais prendre le risque de ça parce que j'entends très, très bien que c'est pas uniforme. Donc, les gens sont pas convaincus. Donc, ce qui arrive ici, c'est qu'il y a une méfiance des adopteurs précoces. Et ici, la majorité précoce, elle regarde les adopteurs précoces puis elle fait comme, pas sûr. Et je vous le répète, pour que le produit ou le service puisse passer le gouffre, il faut que le 34% ici soit convaincu que tout est parfait. D'accord? Il y a une chose actuellement, c'est que, bon, le comportement, on va voir où le comportement félin-canin se trouve à peu près, mon évaluation en tout cas. Et lorsqu'on est dans le 13,5%, lorsqu'un produit est ici avant le gouffre, les gens ne choisissent pas en fonction de votre réputation ou du coût ou quoi que ce soit. Eux, il y a tellement peu de personnes dans le domaine que, aussitôt qu'ils en trouvent un, paf, ils vont le prendre s'ils en ont besoin d'un. Ils commenceront pas, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont commencer à regarder si tel produit ou tel service est meilleur qu'un autre. Ils en ont trouvé un, j'ai une solution à mon problème, je vais y aller, c'est comme ça. C'est la même chose dans les produits. Quand un nouveau produit sort sur le marché, les gens magasinent pas. Le iPhone, quand il est sorti, les gens n'ont pas commencé à regarder, c'est-tu l'iPhone qui est meilleur ou l'Android qui est meilleur? Non. Hey, l'iPhone, ça a l'air d'être la nouvelle affaire, on va aller voir. Donc ici, je veux que les gens comprennent, parce que ça va être important pour le temps dans ma présentation, que les gens ne choisissent pas en fonction du coût, ni en fonction de votre réputation. Ils prennent le premier qu'ils voient parce qu'ils veulent avoir une solution à leur problème. La deuxième notion que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle l'échec de diffusion dû à une compétitivité trop hâtive, une compétition trop hâtive. C'est quoi la définition du mot compétition? C'est ne pas partager ses avantages, dans notre cas, nos connaissances.
parce qu'on veut justement garder cet avantage compétitif-là. D'accord? C'est très important pour certaines personnes. Le problème ici, c'est que lorsqu'il y a compétition, évidemment, ça ralentit le développement de l'offre. Parce que tout le monde garde ses petites affaires pour lui, veulent pas trop partager. Donc, comme la connaissance ne se partage pas, ben, elle grandit très lentement. Donc, ça fait qu'il y a moins de gens compétents dans le domaine à cause de ça. Et ça va amener ce qu'on appelle une asymétrie de l'information que je vais vous montrer dans quelques instants. Mais pour l'heure, ce que je veux que vous compreniez, c'est que pour qu'il y ait une vraie compétition dans le domaine, là où il faut, là, en tant qu'entreprise ou en tant qu'un produit ou une entreprise de service, là où la compétition est importante, c'est quand on atteint 100% de part de marché. Parce que vous comprenez que tant qu'on n'a pas 100% de part de marché, ça veut dire que c'est pas tout le monde qui utilise ce service-là et tout ça. Donc, on n'a pas besoin de s'inquiéter de la compétition tant que le produit n'a pas atteint 100% de part de marché. C'est quand le produit a 100% de part de marché que là, la compétition peut dire, OK, là, moi, je vais aller chercher le 15-5% de mon compétiteur. Il faut que je trouve un moyen d'avoir de l'air plus intelligent, plus beau, plus fin que là. Mais tant qu'on n'a pas appris le 5%, tout ce qu'on va faire au niveau de la compétition, c'est qu'on va empêcher notre produit ou notre service de grimper de cette façon-là. Maintenant, là où la compétition débute, là où les gens commencent tranquillement à penser qu'il faudrait faire de la compétition parce qu'ils se disent à un moment donné, je vais attendre là, donc je vais prendre un avantage, c'est lorsqu'on atteint ici la frontière, c'est-à-dire où on a à peu près 50% de la population qui est au courant que le produit existe et qu'ils l'ont adopté. C'est là que la compétition débute. Où pensez-vous que le comportement canin se trouve actuellement, qui est, selon moi, le domaine qui est le plus connu, si on veut, selon vous? Avant ou après le gouffre? Un peu après. Un peu après, un peu avant. Il est juste avant. Parce que s'il était après, OK, ça fait à peu près, on va dire quoi, à peu près 25-30 ans que des gens en comportement canin existent, à peu près, là, OK? Normalement, un produit ne peut pas prendre 25 à 30 ans pour s'établir. C'est beaucoup trop long. Prenez, bon, il y a des produits qui sont instantanés. Par exemple, le iPod. Ça a été instantané. En dedans de 2 ans, ça a pris le marché. Mais un produit normal prend entre 3 à 5 ans avant de prendre le marché. S'il prend plus que ça, c'est qu'il est bloqué au niveau du gouffre. OK? Comme ça. Donc, le comportement canin, actuellement, il y a beaucoup de gens qui savent que des intervenants en comportement canin, ça existe. Ils les ont vus à la télé. Ils savent que quand ils vont adopter un chien, ils vont probablement devoir aller à la maternelle avec leur chien. Ils vont probablement devoir faire ce genre de choses-là. S'ils ont un problème, ils savent qu'il y a des ressources. La majorité des gens savent ça. Mais les gens, malgré qu'ils le savent, ils ont tout entendu ce que je vous ai dit avant. Ils font pas tout à fait confiance. Il y a un paquet de choses qui fait que cette majorité-là dit... Moi, payer pour un service où je suis pas certain de mon coût, non. Et c'est pour ça que la majorité précoce ne va pas adopter le service. En comportement félin, où croyez-vous que nous sommes? Beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas. On n'a pas dépassé encore les adoptants précoces. La majorité des gens ne connaissent pas ce métier-là, ne savent pas qu'il y a des solutions. On est dans le 2,5%. Il y a quelques personnes qui, lorsqu'ils sont dans la vont faire appel à nous. Mais sinon, combien de fois vous allez vous faire dire dans votre métier, tu fais quoi? C'est quoi ça? Hein? Ça existe, ça? Hein? T'es un psy pour chat? Hein? Ah! OK? Donc, les gens savent pas du tout. Donc, toute cette portion de population-là ici ne savent absolument pas qu'on existe. Eux autres ont commencé à entendre parler de nous parce qu'il y a certaines personnes ici qui font appel à nos services. D'accord? Avant qu'on en arrive là, ça va nous prendre au moins un 15-20 ans. Comment ça a pris de temps pour comment ça va prendre de temps pour arriver là si le comportement canin n'y est pas parvenu en 25-30 ans? OK? Comprenez-vous que c'est très long, ça, là? OK? Avant qu'on s'inquiète d'une compétition quelconque, il faut parvenir à ce point-là. Alors, ceux qui ont peur, là, je m'adresse directement à la caméra parce qu'il y en a, je l'ai vu, ceux qui ont peur de la compétition, parce que vous allez avoir des nouveaux intervenants en comportement félin qui vont arriver sur le marché. Ceux qui voient tous les nouveaux et qui se disent « Oh mon Dieu, il n'y a pas assez de monde. » Non. Okay? Inquiétez-vous même pas. On n'est même pas à 20 ans de commencer à s'inquiéter, à se faire de la compétition les uns et les autres. Au contraire, c'est que actuellement, la compétitivité, elle empêche notre domaine de grandir.
Parce que la compétitivité amène un manque de connaissances, amène du bitchage, amène la dissension, et tous ces gens-là regardent ça puis ils font comme C'est ce qui fait que notre domaine, que ce soit celui du canin ou du félin, est pris au gouffre actuellement. Il faut absolument cesser d'avoir des idées de compétition. Il faut s'entraider les uns les autres. Mais il y a un autre facteur ici qui rentre ici, c'est l'asymétrie de l'information que j'ai parlé tantôt. La symétrie de l'information, c'est une théorie qui est très facile à comprendre. Que ce soit des produits, que ce soit des services, il y a tout le temps des gens qui offrent une vraie bonne valeur, les bonnes personnes, les gens, les professionnels qui font ça. Hein? Il y a des gens qui sont au niveau moyen, qui offrent un service ou un produit moyen, puis évidemment, il y a la dévaluation, il y a des gens qui offrent un service de très bas niveau. Il y a un principe dans la symétrie de l'information, c'est que les gens qui offrent un service de haut niveau, ils n'en ont pas pour leur argent. Parce que les gens, comme ils savent pas, les autres, ils voient ça, là, les consommateurs, là, puis ils se disent, ouais, je vois qu'il y en a qui chargent très haut, mais je vois qu'il y en a qui chargent très bas. Donc, qu'est-ce que le consommateur moyen fait? Il s'en va au milieu. Fait, je comprends que je veux en avoir mon argent, je n'irai pas vers le cheapette, là, parce que ça ne doit pas vraiment être bon, mais je ne prendrai pas le risque d'aller payer la plus haute valeur. Donc, les gens vont directement au centre. Ce que ça fait, c'est que les gens qui sont ici, ils commencent à voir qu'ils n'en ont pas. Les autres, qui offrent le service et ça leur coûte. Je veux pas, quand on met un service ou un produit, ça nous coûte de l'argent. Et ils offrent un produit à la hauteur. Ils vont par exemple, dans notre domaine, ils vont aller se faire des cours, comme vous avez fait. Mais ça vous a coûté de l'argent. Puis vous allez devoir continuer à le faire. On a parlé à l'intérieur du cours à quel point c'était important de se garder à jour dans ce domaine-là. Mais vous allez investir de l'argent. Mais là, vous ne pourrez pas charger la hauteur de ce que ça vous coûte. Donc, ça, ce que ça fait, c'est qu'il y a des gens qui vont faire comme trop d'efforts, ça me coûte trop cher, j'ai pas les moyens, je drop. Okay? Donc, il y a des gens qui vont s'en aller de là. En plus, dans notre domaine, on a, en plus de tout ça, tout le côté émotionnel qui est très, très, très difficile. Dans le domaine des animaux, on le sait, que ce soit les techniciens en santé animale, les assistants vétérinaires, les vétérinaires et tout ça, c'est l'un des métiers où les gens restent le moins longtemps. L'épuisement par compassion. C'est ça, l'épuisement par compassion, exactement. Okay? Donc, nous, en plus, on a ça. Okay? Donc, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que si on enlève des gens là, bien évidemment, ça ramène la moyenne, parce qu'il y a plus de personnes là et là que là. Donc, veut pas, ça ramène le coût que les gens, quand ils font leur petite enquête, vont voir, puis ils vont dire, ah ben finalement, ils vont payer encore moins cher. Moins on paye cher, plus il y a des gens qui s'en viennent ici, plus il y a des gens là qui vont dropper, plus on ramène vers ici. Et là, même s'il y a des gens qui passent de mauvais à bon, c'est pas grave, parce que le bon, c'est la moyenne. Donc, on se retrouve avec une asymétrie de l'information où ce qu'on dit, c'est la loi de Gresham. La loi de Gresham dit le mauvais chasse le bon. C'est une loi en économie, mais qu'on a appliquée un petit peu partout. En économie, lorsque deux monnaies, qu'il y en a une bonne, qu'il y en a une mauvaise, la mauvaise chasse la bonne à cause de ce phénomène-là. D'accord? Donc, si je reviens à ma courbe ici, comme ça, je vois beaucoup de compétition, mais je vois aussi beaucoup de ségrégation. Je vois des gens qui ont, par exemple, des groupes Facebook, qui vont aller choisir les gens qui veulent avoir dans leur groupe pour n'importe quelle raison. Et c'est pas fait de façon volontaire. C'est juste que, c'est telle gang, ou telle école, ou tel pays, ou telle province. Et là, on va se regrouper ensemble. Puis là, ça fait des petits gangs. Puis là, chaque petite gang, ça forme des genres de gangs de rue, okay, qui commencent à se bitcher les uns et les autres et tout ça. Donc, il y a beaucoup de ségrégations qui sont faites dans le domaine. Les prix peu élevés et le non-partage des connaissances, c'est les pires choses qu'on peut faire actuellement. Ce sont tous des choses qui nous empêchent de passer à travers le gouffre, qui nous empêchent d'être connus par la majorité précoce et par la majorité tardive. C'est ce qui fait qu'on n'est pas capable actuellement de bouger. Si on partage nos connaissances, si on collabore toute la gang ensemble, si on se refaire des clients les uns les autres, ok, parce que vous ne pouvez pas, parce qu'il n'est pas dans votre région, si on peut faire, s'il y a des gens qui vont vous appeler, puis comme nous chez Duchateur, bon, on a des gens partout dans la province, mais des fois, il est loin. Fait qu'on va faire appel à vous, on va vous dire, écoute, j'ai un client qui est à côté de chez vous, plutôt que d'y faire payer X montant de dollars de frais de transport, que je sais qu'il va faire en sorte qu'il ne prendra pas la consultation parce qu'elle va devenir trop chère, c'est aussi bien de la donner comme ça. Donc,
si on s'échange des clients, qu'on se parle comme ça, si moi je te donne des clients, à un moment donné, tu vas m'en redonner, je suis sûr, OK? Et on l'a déjà vu ça. Ici au Québec, on est chanceux, on n'est pas beaucoup, OK? On est très peu. Et on a ce genre de collaboration-là. Je l'ai avec, par exemple, l'ASCA, on s'échange des clients. Je l'ai avec d'autres intervenants. En France, on a commencé à le voir tranquillement, pas vite, où on s'échange des clients. Et c'est le fun. C'est vraiment le fun parce que, quand on s'appelle, dire, écoute, j'ai un client que j'aimerais te donner. Ah oui, en passant, savais-tu, j'ai suivi une formation, puis j'ai appris telle affaire. Ah oui, moi aussi, j'ai lu telle. Puis là, en se parlant, on commence à partager nos connaissances, on commence à faire des choses comme ça. Donc, ça amène une propagation d'informations. Si on encourage plus les gens à se former de façon professionnelle dans le milieu, en disant, hey, j'ai suivi une formation avec un tel ou un tel, je l'ai trouvé super bonne, je t'encourage vraiment à le faire, j'ai appris telle chose, et là, vous partagez ces connaissances-là que vous avez. Ces gens-là vont faire comme, ah, wow, ok, je savais pas ça. Je pense que ça vaudrait la peine que j'aille suivre ce cours-là. Je pense que ça vaudrait la peine que je fasse ça. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Ça va faire qu'on va augmenter le nombre de consultants compétents dans le marché. Donc, on va faire monter la valeur de l'offre. Donc, on va pouvoir charger le vrai prix, parce qu'actuellement, on se le cachera pas, on a de la misère à charger le vrai prix qu'un professionnel dans n'importe quel domaine devrait charger. On n'est pas capable de faire ça à cause de ce que je vous ai montré tantôt. On augmente la qualité du service, évidemment. On peut facturer la bonne valeur. On se fait connaître des adopteurs précoces, parce que plus on est, en fond, ce que je suis en train de vous dire, c'est que là, actuellement, il ne faut pas s'inquiéter de la compétition. Au contraire, il faut qu'on soit encore plus, parce que plus on va être à mettre des publicités sur Internet, sur Facebook, plus on va se faire connaître, plus on a de chances qu'eux autres commencent à nous voir sur leur radar. Fasse comme, il y en a de plus en plus. Et si on fait ça, ils sont compétents, ils se bitchent pas entre eux. OK? Donc, ça a l'air d'être un bon produit. On passe le gouffre et à partir de ce moment-là, sky is the limit. OK? Donc, ça va rassurer tout le monde comme ça. C'est pour ça que la collaboration, je vous invite vraiment à le faire. Je vous invite à former des groupes, mais pas juste des groupes de ségrégation, là. T'sais, si vous voyez un autre groupe, dites, hey, viens-t'en, on va se faire un groupe global, puis on va se faire quelque chose du genre, parler avec vos gens, quand vous allez dans des expositions, quand vous allez dans des informations, même si la personne, à un moment donné, elle pose une question au formateur en avant, puis tu fais comme, elle a pas compris, c'est pas grave, elle a le droit de pas comprendre. OK? Allez partager, allez pas commencer à faire votre petit Joe connaissant, là, allez pas commencer à dire, là, dans le fond, t'avais tort. Non, juste de se mettre amis, de regarder, de discuter avec cette personne-là, et c'est comme ça qu'on va réussir à partager nos connaissances, à devenir amis. Puis une fois qu'on est devenu amis, le but, c'est pas d'imposer nos connaissances, parce qu'il y a personne qui a la vérité absolue, même pas nous autres, avec toute l'expérience qu'on peut avoir. On n'arrête pas de le dire dans toutes nos formations, que remettez-nous en question, on en apprend à tous les jours. Ça fait 12 ans, puis je peux vous dire une chose, c'est que on a fait dernièrement notre formation du camp Félin Expérience, et il y a des personnes qui étaient venues au camp Félin Intensif, qui sont venus au camp Félin Expérience, et les 3 personnes qui étaient là sont venues me dire, mais j'étais là l'année passée, et ce que vous avez changé dans votre formation, ça n'a aucun sens, c'est beaucoup. Oui, imaginez-vous, après 12 ans, l'année ou les 2 années où on a eu la plus forte croissance au niveau de nos connaissances, c'est dans les 2 dernières années chez Educateur. Okay? Plus on y va, plus on découvre qu'on n'en connaît rien. Tu sais, plus on en apprend, plus on comprend qu'on connaît rien. La fameuse courbe de Dunning-Kruger. Ben, c'est ça que je veux que les gens aillent chercher comme ça. Et évidemment, tout le temps, respecter, une des choses très, très, très importantes, respecter la frontière vétérinaire. Parce que ce qui va nous empêcher de faire le gouffre, c'est que si cette majorité-là, précoce, entend de la part des vétérinaires qu'on se mêle de choses qui ne nous regardent pas, les gens ne nous feront pas confiance. De la minute que les vétérinaires nous font confiance parce qu'on se mêle de nos affaires et qu'on les aide plutôt à compléter une offre qu'eux ne sont pas capables de donner, ils sont pas capables d'aller, par exemple, en comportement félin, on a cette chance-là. Les vétérinaires, il n'y a pas beaucoup de vétérinaires qui sont prêts, ça coûte trop cher d'aller dans les maisons. Et nous, en comportement félin, il faut y aller dans les maisons pour voir l'environnement et tout ça. Et ça, les vétérinaires comprennent ça. Alors, si nous, on leur apporte cette information-là, puis qu'eux traitent le côté médical et que nous, on s'en mêle pas et qu'on dit qu'on respecte ça, les vétérinaires vont nous respecter, ils vont parler en bien de nous autres, ce qui fait que la majorité précoce va entendre des bonnes affaires de nous,
Et vous commencez à comprendre le principe. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez surtout envie de collaborer et de partager ensemble, parce que oui, si au bout du compte on fait ça et que ça nous rapporte à nous, ben ça va très nécessairement rapporter à ceux pour qui on fait ça, c'est-à-dire les animaux, les chiens, les chats, les reptiles, les oiseaux, les chevaux, qui sont la raison d'être pour laquelle on fait ce métier-là. Ce sont eux qui vont le plus en profiter parce qu'il va y avoir moins de ces animaux-là qui vont être abandonnés ou euthanasiés pour des simples problèmes de comportement qu'on sait que nous pouvons régler. Donc, j'espère que ça va vous inspirer. Merci beaucoup. À la prochaine.